Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un fusil très célèbre, le SVD Dragunov. Avant de commencer la vidéo, je tiens à remercier le CSA Tir du 3e régiment du génie de Charleville-Mézières qui me permet de faire cette vidéo, et également mes tipeurs qui participent au financement de la chaîne d'ailleurs. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à les rejoindre grâce au lien dans la description. Dans cette vidéo, on va voir l'histoire de ce fusil de précision qui est très connu, grâce à sa forte présence dans les films, également les jeux vidéo. Néanmoins, son histoire est peut-être un peu moins connue. L'histoire des fusils de précision soviétiques commence vraiment après la Première Guerre mondiale. Cette guerre a montré l'utilité d'avoir des fusils capables d'engager des cibles précisément à longue distance. L'URSS va donc développer ses propres fusils dans les années 20 et années 30, en adaptant les fusils Mosin-Nagant pour le tir de précision, notamment en les équipant de lunettes de grossissement de 3 ou 4 fois. Pendant la Seconde Guerre mondiale, on va également essayer de se servir du fusil semi-automatique SVT-40 comme d'un fusil de précision. Malheureusement, les résultats sont assez décevants, et après la guerre, l'Union soviétique va préférer le développement d'un nouveau fusil semi-automatique pour le tir de précision. En 1957, divers ingénieurs vont proposer leurs prototypes pour l'appel d'offres, et parmi eux, on va trouver Sergei Simonov, Alexandre Konstantinov et Evgeny Dragunov. Finalement, ce sera le fusil de précision de Dragunov qui sera choisi et adopté en 1963. Ce qui est intéressant avec Dragunov, c'est qu'il n'était pas vraiment un ingénieur spécialisé dans l'armement, car lui, sa spécialité, c'était la fabrication de fusils de précision pour la compétition. Cet homme va concevoir une arme qui est relativement légère, fiable et avec une précision honorable, car le SVD n'a pas été conçu pour être le fusil le plus précis au monde, mais pour être un outil fiable, afin de permettre aux soldats de tirer sur des cibles à plusieurs centaines de mètres. Ce n'est pas une arme conçue pour des tireurs d'élite susceptibles d'engager des cibles à plusieurs milliers de mètres. D'ailleurs, le SVD est équipé souvent d'un tenon de baïonnette, ainsi que d'organes de visée de secours, ce qui montre que l'arme pouvait être utilisée en combat rapproché en cas d'urgence. Le SVD a connu plusieurs variantes pour le moderniser depuis les années 60. La crosse et le garde-main qui étaient en bois ont été remplacés par du polymère, comme sur cet exemplaire. Et on a des versions commerciales qui ont également été fabriquées en différents calibres, et on peut également en trouver en 7,62 par 51 mm. En plus de l'Union soviétique, de nombreux pays du pacte de Varsovie ont utilisé les SVD et continuent de le faire. La Chine produira également une variante désignée Type 79, et l'Iran en produira également leur propre version avec le Nagir 3. Maintenant qu'on a vu l'histoire de ce fusil, on va pouvoir le regarder désormais de plus près. Le SVD est une arme qui mesure 1,2 m de long et qui est relativement légère car elle pèse seulement 4,3 kg non chargé mais avec son optique. Au bout du canon, on a un cache-flamme. Sur certaines versions, on a également un tenon de baïonnette. On peut remarquer que le guidon est entièrement protégé. On a également une hausse réglable de secours si jamais l'optique est endommagée. Le canon du Dragunov qui mesure 620 mm n'est pas flottant car le garde-main va directement s'accrocher dessus. On a notre levier d'armement qui est partie intégrante du porte-culasse, comme sur beaucoup d'armes soviétiques. Également, on a notre chargeur de 10 cartouches et le bouton d'éjection du chargeur. C'est intéressant que l'arme fonctionne de manière fiable, car le 16,62 par 54 mm/r est une munition avec un bourrelet, ce qui est assez complexe pour l'alimentation dans une arme semi-automatique ou automatique. On a également l'arrière, un appui-joue, afin que l'œil du tireur soit aligné avec la lunette. On peut remarquer que le boîtier de culasse n'est pas en acier embouti comme sur un AKM, mais qu'il a bien été usiné. La lunette est fixée grâce à un rail sur le côté gauche. Sur ce modèle, c'est une lunette avec un grossissement de 8 fois. La première lunette utilisée par le SVD était la lunette PSO1, spécialement développée pour le Dragunov et qui était extrêmement avancée technologiquement pour son époque. La lunette PSO1 de base a un objectif de 24 mm et un zoom x4. Ce grossissement peut paraître faible aujourd'hui, mais il faut se rappeler de la philosophie d'utilisation du SVD qui est d'être polyvalent. Avec ce grossissement, on peut à la fois tirer sur des cibles à courte et moyenne distance, contrairement à une lunette avec un grossissement plus important, qui est handicapant pour des combats qui ne sont pas à longue ou très longue distance. Le réticule de la lunette PSO1 est illuminé et offre au tireur une solution simple pour mesurer la distance d'une cible. Dans le quart inférieur gauche, on remarque une courbe graduée et une ligne continue marquée 1,7. Ce 1,7 indique la taille moyenne d'un soldat, 1,70 m. Ainsi, le tireur peut aligner le soldat ennemi sur la ligne continue et l'intersection de la tête avec la courbe va donner une distance. Les premières versions de la lunette étaient équipées également d'un détecteur infrarouge.
Ce système fonctionne par un filtre infrarouge que l'utilisateur doit recharger en l'exposant au soleil pendant une vingtaine de minutes pour une durée d'utilisation d'environ 48 heures. En tournant un levier dédié sur la lunette, le filtre infrarouge apparaît et permet de détecter les soldats utilisant des lunettes de vision nocturne qui fonctionnaient par projection de lumière infrarouge. Cette fonctionnalité sera officiellement abandonnée par les lunettes fabriquées à partir de 1992. Alors le démontage du SVD n'est pas forcément très compliqué et ça va nous permettre de voir qu'il ne s'agit pas d'un simple fusil Kalachnikov qu'on aurait fait grossir pour du 7,62 par 54. Donc avant de commencer, on va évidemment enlever notre chargeur, vérifier que l'arme est vide, et au préalable, il faut enlever la lunette grâce au levier. On la fait reculer. On peut désormais enlever. Et de l'autre côté, on a un petit levier, donc celui que j'ai montré tout à l'heure, sur lequel on pousse, on le fait tourner totalement, et à ce moment-là, le couvre-culasse va pouvoir être enlevé. Dedans, on a le ressort récupérateur et sa tige. On peut enlever la culasse et le porte-culasse. Et voici. Et on remarque qu'on n'a pas le long piston des AK, car le piston, en fait, il est présent ici. On a plus à faire un piston type SVT40. On a ici notre culasse qui fonctionne de manière rotative. Mécaniquement, le SVD utilise un système d'empreinte gaz à course courte. Lors du tir, l'élément va prélever une partie des gaz et les rediriger vers le piston. La tête du piston va alors frapper le porte-culasse, qui va permettre à la culasse de se déverrouiller en pivotant. L'extraction commence, puis l'étui va être éjecté. En fin de course, la culasse va repartir en arrière, sous la pression du ressort récupérateur, chambrer une nouvelle cartouche, puis pivoter pour se verrouiller de nouveau. Ah, c'est de la triche quand on a un support. Eh bah super. Yes. C'est top. Il recule de manière un peu plus sèche que le FAL, j'ai l'impression, mais la qualité de la détente m'a surpris. Le SVD est un des fusils les plus célèbres au monde. C'est une arme qui est simple, fiable et précise, du moins suffisamment précise pour le rôle pour lequel elle a été conçue. Comme on a vu, il ne s'agit pas d'une version modifiée d'un AK, malgré une esthétique un peu similaire. Si vous voulez une version entre guillemets de précision d'un AK en C62 par 54R, il faut s'orienter vers les fusils roumains PSL. Le SVD, avec ses diverses améliorations pour le moderniser, reste encore aujourd'hui très utilisé, ce qui atteste de la qualité de sa conception initiale. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et vous pouvez également soutenir mon travail grâce au Tipeee. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.